Bonjour, bienvenue sur CryptoOli. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP qui est à 32 cents 69, légèrement en hausse de 0,1% depuis 24 heures. Capitalisation en hausse de 0,5% à 470 milliards. OK. La heatmap, c'est pas mal partagé. 50-50. Fiat Leak, 24 cents 52 US, avec quand même un peu d'échange à cette heure-là. Aux États-Unis, heure de New York, minuit 45, et pratiquement peu d'échanges en Asie. Alors, on commence avec KuCoin qui ont été piratés hier. Alors, je tenais à dire que les clients vont être remboursés et que la plateforme de trading reviendra en ligne en environ une semaine. C'est ça que le PDG a dit. Alors, bravo à la compagnie qui vont rembourser les gens. Ça, je trouve ça super intéressant. C'est pas toutes les compagnies qui font ça. Alors, chapeau à Monsieur Johnny Liu. OK. Alors, on continue ici avec l'équipe FIS, F-I-S, et de Clearing House. Je vais vous parler que eux, alors que les consommateurs et les entreprises exigent de plus en plus la rapidité sur la commodité de méthodes de paiement plus rapides, le leader de la technologie financière FIS, qui est coté à la bourse de New York, en passant, le New York Stock Exchange, s'associe à The Clearing House pour offrir le traitement et le règlement des paiements en temps réel aux petites et moyennes banques et coopératives de crédit et leurs clients. Le service de gestion des paiements en temps réel, FIS, fournit un service clé en main complet aux institutions financières pour se connecter rapidement et à moindre coût au réseau RTP, Real-Time Payment. Le système de paiement en temps réel aux États-Unis fourni par The Clearing House. Alors, c'est une première nouvelle infrastructure de paiement qui a été construite aux États-Unis comme depuis 40 ans. Puis le réseau RTP, Real-Time Payment, avec le Clearing House, permet le règlement instantané des paiements et la disponibilité des fonds pour les banques participantes et leurs clients. Offert aux petites et moyennes entreprises et coopératives de crédit utilisant les systèmes bancaires de base FIS, le nouveau service géré connecte de manière transparente les institutions financières au réseau RTP et de Clearing House, leur permettant d'initier et de recevoir des transactions de paiement en temps réel. Étant donné que la solution est hébergée par FIS, les institutions financières peuvent tirer parti du réseau sans avoir besoin d'ajouter du personnel ou de faire d'importants investissements en capital. First Bank, basée à Saint-Louis, l'une des plus grandes banques privées aux États-Unis, et Nano Bank, une banque basée sur les relations dont le siège est à Irvine, en Californie, sont parmi les premiers clients bancaires de base du FIS qui ont commencé en temps réel à accepter les paiements via le service de FIS. Alors, ça, c'est intéressant. C'est sûr que je ne vais pas vous lire tout l'article au complet, mais si ça vous intéresse, allez sur Finestra, ici. On enchaîne avec une nouvelle sur Twitter, avec un petit vidéo ici que j'ai pas réussi à trouver en français, là, mais qui vaut vraiment la peine d'être écouté. Et on va voir là, dès le début que Ryan Zagon de Ripple va dire que le seul problème qui retient XRP, c'est la certitude réglementaire et non les problèmes techniques. Alors ils vont devoir comme avoir des règles de jeu équitables, comme on dit là, pour que XRP soit choisi par le marché, puis qu'il soit utilisé. Alors je vais vous faire entendre la question que celui-ci à droite va poser à Ryan Zagon de Ripple. OK, alors c'est parti. You might still use proof of work. Right. We'll invite Ryan and Desiree, I don't know if you would like to comment on this. Ryan, go ahead. Proof of work doesn't work. Proof of work doesn't work. Ryan, proof of work Proof of work doesn't work. Finish, please. And in the early days of Bitcoin, there was a whole group of developers that broke off to create other assets, XRP being one of them, that doesn't use mining, that's cheaper from an energy perspective than Visa, and already scales to 1,500 transactions a second. A lot of these problems have already been solved. The challenge for adoption comes back to policy. Voilà. Alors, le challenge pour Ripple, c'est
dans le fond, la policy, là, la politique de réglementation. Comme il dit, c'est déjà super rapide, 1500 transactions par seconde. Ça, c'est rien. Ils peuvent monter jusqu'à 65 000 transactions avec Visa, l'entente qu'ils vont sûrement faire, là, qui va faire en sorte qu'ils vont créer un partenariat pour gérer le nombre de transactions que Visa demande. Sinon, c'est pas compliqué. Cet homme-là, il sait de quoi il parle. Puis Brian Zagant, c'est vraiment une personnalité chez Ripple qu'il faut suivre puis apprendre au sérieux. Alors, ici, je vais vous parler de Jess Cheng, qui est un ancien employé de Ripple, qui est maintenant rendu pour le FMI. Le FMI, c'est le Fonds monétaire international. Là. OK? Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est une personne qui est clé pour le futur de Ripple. Alors, ici, en 2015, on voit qu'elle avait rejoint Ripple. OK? En 2015, 3 novembre. Elle avait rejoint Ripple comme conseillère générale adjointe. Alors, avant de rejoindre Ripple, Jess était avocate au sein du groupe juridique de la Réserve fédérale, en plus. Alors, c'est pas rien, à New York. Et elle a fourni un soutien juridique en mettant l'accent sur les services financiers, y compris les domaines des systèmes de paiement et des accords de règlement. Alors, ici, une question qui a été posée à Jess par un journaliste qui dit « Est-ce que vous voulez parler un peu de votre rôle chez Ripple et sur quoi vous travaillez? » Elle était l'avocate générale adjointe de Ripple. Fondamentalement, la raison principale pour laquelle, là je parle comme si c'était elle qui donnait la réponse, là, pour laquelle j'ai été embauché est de fournir un soutien juridique pour les paiements et les droits des services financiers. Cela peut être un défi car la plupart de ces lois ne sont pas spécifiquement adaptées aux grands livres distribués, qui est Distributed Ledger Technology, DLT, qui fonctionnent comme des systèmes de paiement. Par exemple, nous devons comprendre comment les lois pourraient s'appliquer à nous, comme elles interagissent directement avec le protocole Ripple et plus directement, comment les institutions financières utilisent le protocole qui pourrait être affecté par les lois. Un avenir ou un nouveau régime juridique développé spécifiquement pour la blockchain ou les registres distribués en tant que système de paiement. Alors, c'est une entrevue qui est courte, mais qui vaut la peine d'être lue. Alors, allez voir sur Ripple Insight. Cette personne-là, elle fait du bon travail, puis je tenais à le mentionner. Puis elle est rendue pour le FMI, Fonds monétaire international. Alors, elle a des bons emplois, comme on peut dire. Ici, de Ocapasal Stellas, en quoi que les paiements internationaux sont chers et que la structure n'est pas très bien construite, Ripple est un exemple concret car il dispose d'une technologie qui augmente l'inclusion financière. Alors ici, on voit Tobias Adrian, conseiller financier au FMI. Alors, on va écouter qu'est-ce qu'il dit, ça dure même pas une minute. Encore une fois, c'est en anglais, désolé. Juste à voir attentivement, là, c'est vers la fin qu'il faut écouter là, quand il va dire le mot Ripple. You know, a large part of the population in the world doesn't have access to bank accounts. And even if it does have access to bank accounts, those are extremely expensive. It's expensive to make payments, wirements, international payments. So I think one of the big motivations for this new technology, right, because Agustin is asking why, is that there's huge financial exclusion, and these technologies have proven to increase financial inclusion enormously. So I think you have to look broadly around the world. I think this is one motivation, and I think the Ripple example is one example, or, you know. Voilà, the Ripple example. And Norman has talked about that, is that international payments are very expensive. And the Alors, c'est dit par une autre personne importante. Ici, là, je fais beaucoup de vidéos à soir, mais là, celui-ci, j'ai réussi à le traduire là, avec l'option ici. Alors, on va écouter qu'est-ce que Jim Ricard, spécialiste de l'art, là, avec Lynette Zhang, une autre personne très importante, qui va parler de l'économie par rapport à l'art et la crypto, et vous allez comprendre le lien que je veux faire. Alors, écoutez bien qu'est-ce qu'ils vont dire. Ça commence environ dans 10 secondes. Worked up a thesis, which I think is valid, that, in 1998, Wall Street bailed out the hedge fund, long-term capital management, and I negotiated that deal. In 2008, central banks bailed out Wall Street. Bear Stearns failed, Fannie Mae failed, Freddie Mac failed, Lehman failed. Morgan Stanley was days away from failing. Goldman would have been next, then Citi, et cetera.
well, the Fed bailed out the Wall Street. Well, the next crisis, and it's coming sooner than later, who's going to bail out the central banks? All they do, they keep moving the problem upstairs from hedge funds to Wall Street. Ils sont en train de dire qui va sauver les banques centrales. Alors, ils font juste renflouer les banques avec l'argent qu'ils impriment. Alors, qui va les sauver, eux? Okay. Street to central banks. Who's going to bail out the central bank? Well, the only clean balance sheet left is the IMF. Alors, ça serait le FMI, en français, le Fonds monétaire international, qui pourrait sauver les banques centrales. C'est ce qu'il est en train de dire. And Geithner was president of the Federal Reserve Bank of New York, secretary of the Treasury, but he also worked at the IMF on occasion. So I asked him, I said, I think the Fed's at the limit of what they can do. They printed their way out of the last one. I'm not sure they could print their way out of the next crisis because Il dit qu'ils sont limités, que maintenant, ils peuvent pas imprimer infiniment comme ça et que jusqu'au temps qu'il y ait la prochaine crise. Puis préparez-vous, ça va faire mal la prochaine crise. C'est un fait. Alors, c'est un petit passage que je voulais vous montrer. On continue ici avec Tim Draper qui relève son portefeuille altcoin. C'est le milliardaire là, que j'ai comme parlé à plusieurs reprises là, dans d'autres vidéos. Que lui, il possède 30 000 bitcoins. Puis l'autre fois, j'étais pas trop sûr là, s'ils avaient payé il y en avait 12 000 ou 24 000, je sais pas quoi. Finalement, il y en a 30 000. Puis, dans cet article, on voit le prix aussi qu'il les a payés. Et il parle des autres jetons qu'il possède. Alors, Tim Draper, qui est un milliardaire de la technologie, possède près de 30 000 bitcoins qui s'est procuré sur le site Silk Road, site de drogue là, puis d'armes là, qui était saisi. Lui, il a acheté ça aux ventes aux enchères. Puis, ben, c'est pour ça qu'il a réussi à en avoir autant que ça. Il a payé 600 quelques dollars chaque, là, 600. Là. On le voit plus bas ici. Il a payé ça 632 dollars qu'il a payé en 2014. Alors, c'est un bon prix, mettons. Hein? Alors, s'exprimant lors d'une récente conférence d'investissement, Draper a révélé que ses avoirs comprennent Bitcoin Cash, BCH, Ripple, XRP, Tezos, XTZ et Aragon N. En cotation, c'est que il dit que c'est un croyant puis qu'il pense que ça va arriver. Puis l'adoption va être rapide. Alors, c'est tellement important pour le monde qui veut que tout le monde le sache, puis que les autres personnes dans le monde entier participent. Alors, écoutez, j'espère qu'il a raison. Mais moi, j'ai pas de doute que même si ces milliardaires-là, souvent, ils font des commentaires sur qu'est-ce qu'ils possèdent. Ils diront pas tout qu'est-ce qu'ils possèdent, les nommés comme 4-5, là, mais ils en possèdent beaucoup plus que ça. Mais je suis content qu'ils possèdent du XRP. Ça, c'est un fait. Dans The Wall Street Journal, ben, je vous rappelle, même si c'est une nouvelle qui date de 2 mois, je vous rappelle que Warren Buffett, le plus grand investisseur au monde, a comme laissé tomber JP Morgan Chase puis Wells Fargo pour ajouter une grosse somme d'argent là, que je me rappelle plus c'est combien qu'il a mis là, dans Bank of America. Dernièrement, là, dans le fond, pendant plusieurs semaines, il a acheté, puis il a laissé tomber JP Morgan puis Wells Fargo. Puis Bank of America, ben, son partenaire avec Ripple. Alors, ce gars-là, il sait qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est pour ça qu'il est en train de... mais c'est sûr que ça a fait perdre beaucoup d'argent. Là. Ça a fait perdre des milliards de dollars d'actions bancaires. Ça a fait perdre 3 milliards de dollars quand il a vendu Wells Fargo puis JP Morgan. Mais il a acheté Bank of America puis il possède quelque chose comme... je ne peux pas dire n'importe quel chiffre, je pense que c'est 12%, puis je pense qu'il peut aller jusqu'à 15%. Là. Il possède énormément de parts dans Bank of America qui est partenaire avec Ripple. Ici, une nouvelle sur l'Union européenne. Qu'est-ce que je voulais vous mentionner? L'Union européenne annonce son tout premier plan de réglementation des crypto-monnaies. Ça, c'est une nouvelle formidable. Le bras exécutif de l'Union européenne a déclaré que l'avenir de la finance est numérique, mais qu'il est important d'atténuer tout risque potentiel. Tout par rapport au risque.
C'est ça le problème avec la réglementation des risques pour que les clients ne se fassent pas flouer. La nouvelle législation veut réduire ces risques pour les investisseurs tout en offrant une sécurité juridique à ceux qui émettent des actifs. La Commission européenne a présenté jeudi des plans pour réglementer les cryptoactifs dans ce qui serait sa première tentative de surveillance dans la technologie naissante. Le processus législatif prendra du temps, au moins 1 an selon lui, lors des objectifs de la nouvelle législation que l'Union européenne, réduise la fragmentation du marché dans cet espace. Autrement dit, il faut que ça soit plus dans un endroit spécifique, que ce soit pas comme tout éparpillé à plein d'endroits partout. C'est ce qui est déclaré là, en exclusivité à la Commission européenne. Son nom, c'est Valdis Dombrovskis, qui était à CNBC, en mentionnant que de nombreux fournisseurs de financement numérique ne travaillent que dans un seul pays membre. Le nouveau plan signifiera que les sociétés de cryptoactifs autorisées par l'un des 27 pays de l'Union européenne seront en mesure de fournir des services dans tous les autres États membres, pas juste un. Alors, dans le même temps, les règles seront plus strictes pour les entreprises qui émettent des jetons stables, comme l'exemple Tether, le Paxo, les jetons stables qui gardent leur valeur. Ce sont des jetons virtuels qui visent à maintenir leur valeur par rapport à certains actifs, généralement des monnaies fiduciaires, comme le dollar, pour éviter la volatilité trouvée dans la crypto-monnaie comme le Bitcoin. Ils ont suscité comme beaucoup de controverses dans le passé en raison des préoccupations, à savoir là, que si les émetteurs disposaient des réserves nécessaires pour les soutenir. Alors, à suivre, mais moi, je suis content de voir que l'Union européenne est en train de faire un plan pour que ça soit légiféré. Excusez-moi. Bitcoin Exchange Guide, en quoi les dirigeants de Visa se concentrent sur le développement et de la cryptographie et de la blockchain comme avenir de paiement. Ça se prépare, guys, ça se prépare. De plus en plus de grands dirigeants de Visa sont en charge des paiements cryptographiques et de la technologie blockchain ont donné une entrevue détaillée sur l'écosystème cryptographique global. L'entrevue du couple par Ford a abordé la manière dont l'entreprise structure son activité sur le front de la crypto et de la blockchain pour intégrer des solutions innovantes aux problèmes de paiement actuels. Les dirigeants ont également souligné l'impact des monnaies numériques, les CBDC, Central Bank Digital Currency, de la banque centrale des pièces, des jetons stables tels que la balance, que la Libra de Facebook, et de l'avenir des paiements numériques, des crypto-monnaies et de la blockchain dans la stratégie de Visa. Visa sont en train de vraiment faire un changement majeur, puis je crois que ils ont une longueur d'avance sur Mastercard. Selon ce que moi je vois, là, ils sont vraiment plus évolués, puis ils ont l'air à vouloir aller plus de l'avant que Mastercard. Ici, une autre nouvelle sur Twitter, que les premiers fonds négociés en bourse au monde conçus pour suivre les investissements dans les actifs numériques ont été approuvés par l'inscription de la Bourse des Bermudes. Ça s'appelle un ETF HDEX Nasdaq Crypto Index, qui va fonctionner comme un ETF traditionnel, okay, mais qui va suivre l'indice Nasdaq Crypto. Je trouve ça super hot, là. Ça veut dire que eux autres sont prêts à aller de l'avant avec leur ETF. La SEC, qui inaugurera un nœud sur le grand livre XRP, c'est une nouvelle, c'est du 31 janvier, mais j'en parle par rapport à la prochaine fenêtre ici du validateur de XRP, qui est la SEC qu'ils ont mentionné, qui voulait avoir leur propre validateur. Et alors, il y a une incertitude réglementaire autour de la crypto qui reste un défi constant. Récemment, la 3e plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière XRP est passée sous le radar de la SEC, Security Exchange Commission, bien que l'équipe de Ripple soit récemment est toujours en conversation avec la SEC pour clarifier le statut réglementaire du XRP. L'avocat général et vice-président exécutif de Ripple, Stuart Alderoty, est devenu interviewé lors d'une discussion sur la crypto-monnaie. Stuart a déclaré que XRP est sur un registre ouvert et sans autorisation.
OK, comme ça ici, là. Ça, c'est le registre, OK, du validateur sur xrpchart.ripple.com. Et que la SEC a annoncé qu'elle allait inaugurer un nœud sur le grand livre XRP et également sur un autre grand livre ouvert sans autorisation. Mais depuis la nouvelle du mois de janvier ici, qui est paru, le 31 janvier, ben j'ai été voir, puis à date, j'ai pas trouvé ici un nom de domaine de la SEC. On voit BitHump, Brex.io, Koi.com qui participent là, avec une clé ici privée. On peut voir le score d'accord, okay. Le pourcentage de grands livres ayant obtenu un consensus qui ont été validés par le validateur au cours des dernières 24 heures. Puis ici, c'est le total de validation, 22 000. Ça. Alors, il faut que ça fitte. Puis ça marche, là. On voit que ça fait des oui, ça marche. Puis, blockchain, Corée, tout ça, c'est tout des validateurs. L'université que j'ai vue tantôt ici qui faisait ça, étudiants ici, au UK. Et ça, c'est un validateur qu'on appelle. Aujourd'hui, je vais me tenir à faire une vidéo courte. OK, on est dimanche soir. Je veux que ça soit court. Je tenais à dire que ma chaîne, elle s'appelle Crypto Ali. Je suis super content comme d'avoir des nouveaux abonnés à chaque jour pratiquement. J'ai une gang de personnes qui me posent des questions. Ça me fait plaisir de leur répondre. Après ça, je trouve ça comme toujours là, le fun d'arriver chez moi le soir après avoir travaillé puis faire une vidéo pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde de la crypto, XRP et Ripple. Puis j'espère que ma chaîne va grossir pour que je puisse faire du meilleur contenu avec du meilleur équipement puis tout ça, puis que je puisse être en mesure de vous donner le plus d'informations possible. Puis oui, c'est vrai, en finissant, je voulais ouvrir ma plateforme de trading. J'ai oublié. Je sais pas si ça va fonctionner. Ça, c'est le pétrole. Le contrat il est fini. Gold. Oui. Je suis en train de regarder ici sur MetaTrader le prix de l'or qui a quand même chuté à 1860 US, qui est silver. Pareil, ça l'a chuté. Je vais rapetisser ma fenêtre parce que je vais commencer à faire un cours de trading de base. Je sais pas quand, là, je tombe en paternité bientôt, là, dans 2 semaines. Alors, je vais avoir un deuxième enfant, un petit gars cette fois-ci, et je vais peut-être avoir un certain moment dans ma journée où je vais avoir du temps pour pouvoir m'occuper de monter un cours de trading de base que je vais offrir avec grand plaisir là, aux gens qui vont me suivre puis qui vont être qui vont connaître ma chaîne. Alors, ça veut pas dire que ça va être un cours que je vais faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, là, mais d'ici peut-être les 3 à 6 mois prochains, je devrais être en mesure de donner quelque chose là, qui devrait avoir pas mal de sens. Alors, ça va ressembler à peu près à ce que vous voyez ici, avec des outils de base qui se trouvent. Bill Williams, que j'adore, comment qu'il a influencé mon trading avec les dernières années. Malheureusement, il est mort, mais j'ai réussi à acquérir beaucoup de son savoir. Puis, je peux vous dire que c'est très utile de savoir les techniques que je vais vous enseigner. Juste, qu'est-ce qu'on voit ici, l'alligator avec le volume ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Awesome Oscillateur, l'accélérateur ici, et sans aucun doute, le meilleur outil que je connaisse, c'est le MFI, Money Flow Index. Ça ici, ça fait des miracles. Au début, ça paraît super impressionnant puis compliqué, mais je vous dis un truc, quand on commence à maîtriser ça, on peut faire des miracles, puis c'est ça que je vais vous montrer. Là, je sais qu'ici, il n'y a pas de crypto, là, parce que je suis sur un Mac avec XM, mais je crois que je vais changer d'ordinateur, peut-être prendre mon laptop ou mon autre ordinateur que je possède, là, pour pouvoir accéder parce que moi, je veux avoir ces outils-là au complet. Puis je ne réussis pas à retrouver sur TradingView ou des sites comme ça tous les outils que je possède ici. Alors, ça me cause problème parce que je veux enseigner exactement avec les outils qui sont là.
Puis j'ai pas la crypto-monnaie avec XM ici. Il faudrait que je réussisse à trouver une façon d'avoir de la crypto-monnaie là, en ayant les mêmes outils qui sont ici. Alors, aussi peut-être un peu parler du Forex. Là. Ça revient au même si je vous montre comment faire avec le Forex. C'est pareil pour le crypto, c'est pareil pour l'or, pareil pour le Dow Jones. Dow Jones ici, là, qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Si je fais une petite analyse, grosso modo, je dirais que troisième vague ici, une vague d'Elliott combinée quatrième vague. On pourrait être sur la fin de la quatrième vague et la cinquième serait ici. Et je crois que c'est pas mal terminé là, ça a monté assez haut avec tout ce qui s'est passé ici pendant la première pandémie. Ça l'a tout récupéré avec de l'argent imprimé. Puis je crois que le Dow Jones il est dû pour crasher là, beaucoup plus que son plus bas ici là. Moi, honnêtement, je crois qu'il pourrait aller chercher le niveau dans les 15 000 environ, là, je dirais qu'il pourrait aller chercher ça. Il faudrait que je regarde sur un horizon de temps plus loin. Sinon, s'il s'en va chercher le 15 000 qui est ici, ça va être très endommageable pour le système financier parce que ça va descendre encore plus loin jusqu'à les 10 000. Puis le pire des scénarios, c'est que ça tombe ici à 6 000. Tout ça, c'est possible. Mais moi, mon objectif, c'est 15 000 en premier. On va aller chercher minimum le faux creux qu'on appelle ici. Alors, en tout cas, je ne vais pas trop m'avancer dans les techniques. Là. Ça, c'est avancé, qu'est-ce que je suis en train de dire. Puis, c'est pas des techniques avancées qu'il faut que je vous montre. Là, c'est parce que je m'emporte, parce que j'aime beaucoup le trading. Puis, il faut pas que je vous enseigne des techniques avancées pour commencer. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous dis un gros merci pour m'avoir écouté et à la prochaine.